Il est 23 heures. Bonsoir à tous. Merci de votre attention. Voici les titres à la une de l'actualité ce vendredi. La CEDEAO a décidé ce vendredi de la suspension du Burkina Faso de ses instances dirigeantes à l'issue d'un sommet extraordinaire de la CEDEAO sur la situation au Burkina Faso qui s'est tenu par visioconférence, sommet auquel a pris part le président Ouattara, sommet présidé par le président ghanéen Nana Akufo-Addo, président en exercice de la CEDEAO. Parti en France pour représenter sa corporation lors d'un rassemblement tenu à Paris en 2004, la situation politique précaire dans son pays ne lui laisse d'autre choix que de rester dans ce pays. De chauffeur de taxi hier à chef d'entreprise aujourd'hui, nos reporters en mission à Paris l'ont rencontré. C'est l'histoire de Blanchard Diaby qui vous sera racontée dans le dossier BBC de ce soir. En pleine montée des tensions aux frontières de l'Ukraine, les présidents Emmanuel Macron de la France et Vladimir Poutine de la Russie se sont entretenus ce vendredi par téléphone. L'entretien entre les deux dirigeants a permis de s'entendre sur la nécessité de calmer les ardeurs des uns et des autres. Voilà pour l'essentiel. Bonsoir à tous et merci de nous suivre. Le chef de l'État, Alassane Ouattara, nous le disions à l'instant, a pris part ce vendredi à un sommet extraordinaire de la CEDEAO sur la situation au Burkina Faso. La rencontre qui s'est tenue en visioconférence se donnait pour objectif d'évaluer cette situation, en tirer les conséquences dans la mesure du possible, prendre des mesures. Ce sommet extraordinaire de la CEDEAO a été présidé par le président ghanéen Nana Akufo-Addo, président en exercice de la CEDEAO, Jérôme Kofi Abola. La CEDEAO à l'épreuve des coups d'État dans la sous-région. Face à la situation qui prévaut en ce moment au Burkina Faso après le renversement du président Mac Roch Christian Kaboré par un coup de force militaire, les dirigeants des pays de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest ont décidé de se réunir ce vendredi. La rencontre organisée par visioconférence à l'appel du président ghanéen Nana Akufo-Addo, président en exercice de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO, a pour but de faire l'évaluation de cette situation afin de prendre des mesures appropriées. Le chef de l'État ghanéen, qui, à l'instar du président de la commission de la CEDEAO, l'Ivoirien Jean-Claude Brou, a parlé de mesures rigoureuses avec pour objectif de proscrire tout changement anticonstitutionnel aux grandes dames des élections. Pour Nana Akufo-Addo, il faut arriver à la tolérance zéro pour toute accession au pouvoir par des armes. Le président de la République de Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara, fait partie des dirigeants des pays de la CEDEAO qui ont pris part à cette conférence. Le chef de l'État ivoirien et ses pairs, bien déterminés à tout mettre en œuvre pour un retour rapide à l'ordre constitutionnel au Burkina Faso. Pour mémoire, la situation à Ouagadougou vient s'ajouter à celle déjà existante en Guinée et au Mali. Et la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest qui a décidé ce vendredi, à 28 janvier 2022, de la suspension du Burkina Faso de ses instances dirigeantes à l'issue de ce sommet virtuel de l'organisation faisant suite au coup d'État militaire qui a eu lieu donc au Burkina Faso lundi dernier. La CEDEAO qui n'a toutefois pas décidé d'autres sanctions pour l'instant, mais les chefs d'État se retrouveront le 3 février à Accra pour évaluer la situation. Ici, en Côte d'Ivoire, du côté de la primature, le chef du gouvernement, Patrick Hachi, a reçu ce vendredi à la primature une délégation française du Centre d'études des pathogènes à risque infectieux élevé. L'installation de laboratoires de sécurité de haut niveau et les besoins de santé des populations ivoiriennes et de la sous-région étaient au cœur de leurs échanges. Alexis Ouattara-Roukou. La Côte d'Ivoire veut mettre en place des laboratoires de sécurité de haut niveau. Une démarche pour faire face au diagnostic des virus délicats des fièvres hémorragiques et autres pathogènes émergents. Une délégation française du Centre d'études des pathogènes à risque infectieux élevé a été reçue par le Premier ministre ce vendredi à la primature. J'ai été mandaté par le gouvernement français pour venir échanger avec les équipes scientifiques et techniques, les laboratoires de l'Institut Pasteur sur les avancées des travaux et des projets qui ont été lancés sur la construction des infrastructures et des collaborations scientifiques qui ont été lancées déjà il y a un certain nombre d'années pour essayer de faire avancer ce projet et d'obtenir un certain nombre d'éléments sur les aspects des financements et de la pérennité des infrastructures qui étaient à mettre en œuvre, sur les possibilités aussi de travailler en recherche clinique et d'élaborer des travaux en collaboration avec les pays
d'Afrique de l'Ouest aussi, mais aussi d'autres pays et au niveau international. Et en dernier lieu, de voir aussi quels étaient les problèmes de réglementation et d'habilitation qui étaient nécessaires pour ce type d'installation. Les discussions ont aussi porté sur le renforcement de la biosécurité, la formation et la recherche sur le virus Ebola, ainsi que certains virus à risque sévère, l'adéquation entre les installations et les besoins de santé dans le pays et la sous-région ont été également au cœur des échanges. Et la Covid-19 qui continue de circuler en Côte d'Ivoire à suivre l'évolution de la maladie dans notre pays. Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique de la couverture maladie universelle a enregistré ce vendredi à 28 janvier 2022 79 nouveaux cas de Covid-19 sur 2366 échantillons prélevés, soit 3,3% de cas positifs, 158 guéris et 0 décès. À la date du 28 janvier 2022, la Côte d'Ivoire, notre pays, compte donc 80 566 cas confirmés, dont 77 453 personnes guéries, 782 décès et 2331 cas actifs. Le nombre total d'échantillons est de 1 351 682 le 27 janvier. 13 407 doses de vaccins ont été administrées, soit un total de 7 978 934 doses du 1er mars 2021 au 27 janvier 2022. Le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique de la couverture maladie universelle invite toutes les personnes âgées de plus de 18 ans à se faire vacciner dans les centres de vaccination. La vaccination contre la Covid-19, rappelons-le, qui est gratuite et volontaire. On continue de parler justement, cette fois-ci, de droits de l'homme, issu de la 8e promotion du droit international en droits de l'homme et de la première promotion de session de formation des droits et des femmes. 212 auditeurs de l'Université des droits de l'homme d'Abidjan ont reçu leur parchemin. C'était en présence du président du Conseil économique, social, environnemental et culturel, le docteur Eugène Akawele. Angela Diallo, Sidonie Davila. Les auditeurs de la 8e promotion du droit international des droits de l'homme et ceux de la première promotion de la session de formation des droits des femmes de l'Université des droits de l'homme d'Abidjan. Ils ont reçu leur certificat de fin de formation. Parmi eux, 140 ont suivi les cours sur les droits de l'homme et 72 autres ont été formés sur les droits des femmes. Ce certificat représente pour nous une feuille de route qui nous indique la légitimité de notre mission de promotion et de défense des droits de la femme partout où besoin se fera sentir. Aujourd'hui, après cette formation, nous pouvons mieux comprendre certaines réalités. Nous pouvons dire humblement que nous sommes aujourd'hui des défenseurs des droits de l'homme. Depuis l'ouverture de l'Université des droits de l'homme, c'est au total 1207 auditeurs qui ont été formés. Les droits de l'homme sont des éléments qui rythment notre quotidien. Et nous sommes fiers que de plus en plus, les gens s'intéressent à la thématique et ça ne fait qu'accroître le nombre de défenseurs des droits de l'homme dans notre pays. Ces auditeurs ont reçu des conseils afin d'œuvrer pour le respect et la promotion des droits de l'homme. Vous êtes donc des exemples à suivre et je reste persuadé que vous saurez donner de la valeur factuelle à vos acquis. Vous saurez vulgariser vos connaissances et amener d'autres à s'intéresser aux questions des droits de l'homme qui demeurent au cœur de nos vies. Compte tenu de votre expertise en matière des droits de l'homme, je reste persuadé que vous serez disposé à nous apporter votre appui dans l'examen des questions y afférentes. Ouverte depuis le 1er février 2018, l'Université des droits de l'homme a pour mission de vulgariser les droits de l'homme en renforçant les capacités des acteurs qui s'y intéressent. Et puis dans le fil de l'actualité, ce communiqué qui émane du ministère de la Justice de Côte d'Ivoire et des droits de l'homme. Depuis le lundi 27 janvier 2022, des greffiers observent un arrêt concerté de travail en vertu du préavis de grève déposé par l'Union nationale des greffiers de Côte d'Ivoire, l'UNAG-GCI. Le garde des Sceaux, ministre de la Justice et des droits de l'homme, voudrait toutefois rassurer les populations et les usagers du service public de la justice que cette action n'a pas entraîné la fermeture des juridictions
comme certaines personnes voudraient le laisser croire. En effet, les dispositions légales, notamment la loi numéro 2018-974 du 27 décembre 2018 portant statut des commissaires de justice, permettent d'assurer la continuité du service public de la justice et le fonctionnement normal des juridictions. Les juridictions restent en conséquence ouvertes sur l'ensemble du territoire, tiennent régulièrement les audiences prévues et continuent de délivrer les actes relevant de leurs attributions. Les populations du district des Savanes et du Rambol ont célébré à Abobo en présence du maire de la commune Kandia Camara la réconciliation et la cohésion sociale dans leur localité ainsi que les actions de développement de Kandia Camara dans la commune d'Abobo. Cette rencontre qui a réuni les populations du Tchologo, du Poro, de la Bagoué a été meublée par les danses et la culture sénoufo. Patricia Omouetia. Des danses traditionnelles sénoufo exécutées ici pour célébrer la réconciliation et la cohésion sociale dans le district des Savanes et du Rambol. Les peuples du Tchologo, du Poro et de la Bagoué, réputés pour ses rites et ses danses, se sont fait remarquer dans cette pratique culturelle afin de transmettre un message, celui de la joie et de la paix. Nous avons demandé les bénédictions des grands, des aïeux sur nous tous afin que le groupe puisse marcher et pour la paix en Côte d'Ivoire. Cette célébration autour de la paix et de la cohésion sociale a été aussi marquée par des témoignages sur les actions de développement menées par le président de la République. Kandia Camara a également rendu hommage au président de la République pour tout ce qu'il fait pour la Côte d'Ivoire en général et pour la commune d'Abobo en particulier, ainsi qu'au conseil municipal de sa commune. Dieu renforce la cohésion entre nous, les Abobolais, entre tous les Ivoiriens surtout. Que Dieu fasse en sorte que la paix continue de régner dans notre beau pays. Occasion pour le maire d'exhorter les populations d'Abobo, surtout les commerçants de la casse d'Abobo, à rejoindre le nouveau site en Dautré afin que les actions de développement entamées dans la commune d'Abobo se fassent dans la paix. Vous voyez, là-bas, c'est l'entrée d'Abobo. Et dans cette partie-là d'Abobo, il est prévu la construction du plus grand CHU, le plus moderne de Côte d'Ivoire. Il est prévu la construction d'un lycée d'excellence, de la 6e à la terminale. Est-ce qu'on peut construire tout ça là-bas et puis maintenir la casse? C'est sur les rites et les sonorités sénoufo que la cérémonie de célébration de la paix et de la cohésion sociale a pris fin. Les autorités coutumières, dans l'exercice de leur mission, on le sait, sont confrontées à d'énormes difficultés comme la gestion des conflits internes ou intercommunautaires. Il leur faut donc disposer par exemple d'infrastructures pour réunir, mieux rassembler les protagonistes en vue de la résolution de ces conflits. Dans la région du Gos, c'est désormais chose faite. La maison des chefs traditionnels a été inaugurée ce vendredi 28 janvier 2022 à Guibérois par Miss Belmont Dogo, ministre de la Solidarité et de la lutte contre la pauvreté, qui avait à ses côtés le ministre des Eaux et Forêts, Alain Richard Donvailly, parrain de la cérémonie. Jean-Marc Djodji. Un palais pour les chefs coutumiers et traditionnels de Guibérois dans la région du Gos. Un rêve devenu réalité grâce à la ministre Belmont Dogo. Financée par le Fonds national de solidarité, cette nouvelle résidence de près d'une dizaine de pièces servira de centre de réflexion pour les 35 chefs coutumiers des sous-préfectures de Guibérois, d'Ignango et de Galébré. Ce siège vient un point nommé pour la planification des actions de développement dans ces zones. Auparavant, nous faisions nos réunions, nous réglions nos conflits sous la patame du village. Maintenant que nous avons notre siège, nous allons faire en sorte que les conflits soient réglés dans cette maison. Et toutes les autres communautés ont droit à venir dans cette maison pour régler les litiges. Une initiative approuvée et soutenue par le ministre Alain Richard Donvailly et les autorités administratives de la région du Gos. Il fut une période où les chefs n'avaient pas d'espace aménagé pour tenir leurs réunions, pour recevoir leurs administrés ou des visiteurs de marque. Certains chefs étaient même obligés de négocier auprès d'un parent du village pour lui emprunter sa maison pour accueillir les étrangers ou les délégations. Dans ces conditions, le propriétaire de la maison devient le vrai chef. Et en cas de litige, le chef ne peut jamais donner tort à son tuteur. Du coup, le chef est fragilisé et il n'a plus trop de pouvoir.
Aujourd'hui, le chef de l'État, son Excellence M. Alassane Ouattara, a offert un bijou qui fait la fierté de nos chefs du Grand Guibérois. La ministre Belmondo Dogo s'engage à travers cette action à promouvoir la vision du chef de l'État, celle de voir un pays en paix et en route pour le développement. Cet édifice se veut un instrument au service de la promotion du chef traditionnel et de son rôle dans la société. En effet, la Constitution de 2016, qui institutionnalise la chefferie traditionnelle, a consacré votre reconnaissance et votre réhabilitation. Elle vous reconnaît de facto un rôle dans la gestion du pays. C'est dans une ambiance conviviale que les populations des sous-préfectures de Guibérois, de Dinyango et de Galébré ont montré leur attachement à une Côte d'Ivoire solidaire. Parlons à présent du centre d'enseignement à distance de Côte d'Ivoire, en abrégé le CEDCI. Ce centre, qui devrait être fonctionnel à la fin de ce mois de janvier, a reçu la visite de Anne-Désirée Ouloto, la ministre de la fonction publique et de la modernisation de l'administration. Elle a visité les locaux de ce centre, placés sous sa tutelle, qui sont en voie d'achèvement. Ce centre est un outil stratégique qui aura pour mission de former les agents de l'État, personnel du privé, personnes de la société civile. Eugène Atoubé. C'est l'une des structures sous tutelle qui fait la fierté du ministère de la fonction publique et de la modernisation de l'administration et sans doute aussi l'orgueil de la Côte d'Ivoire en matière de formation et de renforcement de capacités des fonctionnaires et agents de l'État dans notre pays. Anne Ouloto, premier responsable de ce département ministériel, découvre pour la première fois au quartier Abata dans la commune de Cocody les futurs locaux du Centre d'enseignement à distance de Côte d'Ivoire, CED. La structure poursuit ses activités en cohérence avec sa mission et ses objectifs. Outre le secteur public, le privé et la société civile peuvent également bénéficier de l'offre éducative du CED Côte d'Ivoire. Chaque année, nous formons autour de 200 à 250 personnes. Nous avons 4 grandes salles, 2 salles de visioconférence et une salle multimédia. Et les formations sont des formations de pointe. Ça varie dans plusieurs domaines, aussi bien au niveau des ponts et chaussées, au niveau du leadership, au niveau du renforcement de capacité de l'autonomisation des femmes. C'est en mars 2000 que l'État de Côte d'Ivoire met en place le Centre d'éducation à distance, avec l'appui financier et pédagogique de la Banque mondiale. Ce centre, pour nous, est important dans notre processus de formation et de renforcement des capacités des agents de l'État de Côte d'Ivoire. Vous pouvez être à votre poste de travail partout en Côte d'Ivoire et grâce à ce centre, vous aurez accès à des formations de pointe partout dans le monde. Le défi que doit relever le CED, comme l'a rappelé la ministre de tutelle, reste à délocaliser ses services sur son nouveau site. Pour l'heure, la structure bénéficie d'un local au sein de l'ENA, École nationale d'administration. Et loin du CED, le ministre d'État, ministre de l'Agriculture et du Développement rural, Kobena Kouassi Adjoumani, a procédé ce vendredi à l'installation officielle de Siaka Koulibaly dans ses nouvelles fonctions de président du conseil d'administration du Café Cacao. La cérémonie s'est déroulée cet après-midi au plateau au 23e étage de la Kestab. Jean-Jacques Ouaméala. Passation des charges entre le président du conseil d'administration PCA, du conseil du Café Cacao, rentrant Siaka Koulibaly, et du PCA sortant Lambert Kouassi Kounan. Comme l'a souligné Lambert Kouassi Kounan, et je cite, « Mon mandat s'achève en 2023 et j'ai demandé au chef de l'État de me permettre d'anticiper mon départ pour une retraite trop longtemps retardée. » Fin de citation. Arrivé en janvier 2012 pour piloter la réforme de la filière café-cacao, le PCA sortant a dressé ses 10 ans à la tête du conseil. Il s'agit entre autres du recensement des producteurs et de leurs vergers pour une efficacité plus importante dans la gouvernance de la filière et la traçabilité des flux. Aujourd'hui, nous avons un outil précieux de gestion, la flexibilité du système de commercialisation selon les fluctuations des marchés internationaux. Le nouveau PCA du Conseil du Café Cacao a rendu un hommage à son prédécesseur pour le travail abattu, puis il a donné sa priorité. Certes, l'environnement a évolué. Non seulement la concurrence avec les produits équivalents à ceux que nous produisons, mais aussi avec l'avènement du changement climatique qui nous amène à faire face à des défis nouveaux que sont les dispositions à prendre pour nous adapter
et aussi pour faire en sorte que la transformation qui constitue une préoccupation majeure du chef de l'État puisse être accélérée. Le président de la cérémonie, Kwasi Adjoumani, après avoir souligné les qualités du PCA sortant, a invité le nouveau PCA à poursuivre la restructuration du Conseil Café Cacao. Beaucoup reste à faire dans cette filière, notamment la mise en place de l'interprofession afin d'avoir un interlocuteur crédible qui parlera au nom de tous les acteurs et endiguer certaines actions néfastes à son développement. Pour la campagne principale 2021-2022, qui a débuté le 1er octobre dernier, le prix Bord-Champ du cacao a été fixé par l'État à 825 francs le kilogramme, tandis que le prix du café, 700 francs le kilogramme. Mesdames et messieurs, le sujet qui va suivre rend compte d'une histoire de réussite, de foi et de persévérance. C'est l'histoire résumée d'un Ivoirien, Blanchard Diaby, transporteur, parti représenter sa corporation lors d'une grande rencontre des transporteurs qui s'est tenue à Paris en 2004. La crise sociopolitique d'alors n'ayant pas permis à Blanchard de retourner au pays, il décide de s'installer en France en 2011. L'homme se lance dans la sécurité et monte sa propre entreprise après plusieurs péripéties. Le chauffeur de taxi qu'il était, l'homme est passé chef d'entreprise au cours d'une de leurs missions en France. Nos envoyés spéciaux, Sephora Zegui et Sam Conan, l'ont rencontré. Voici son histoire. Bondy, commune française située dans la banlieue nord-est de Paris. C'est au 5e étage de cet immeuble que vit Blanchard, 46 ans, entrepreneur. Il est arrivé en France en 2004 à l'occasion d'un forum de transporteurs. Je devais venir pour représenter un peu les transporteurs à Lyon. Et on a fait les travaux, mais malheureusement ça a coïncidé avec la rechute des violences en Côte d'Ivoire. Et donc j'étais obligé de rester. Marié, père de 5 enfants, ce chef d'entreprise n'hésite pas à passer du temps avec sa famille avant de quitter son domicile. C'est avec fierté que sa fille aînée nous parle de son père. C'est le meilleur père et il m'inspire beaucoup parce que de là où il a commencé jusqu'à ce qu'il est actuellement, ça m'inspire beaucoup, ça me donne de la motivation et tout. Petit entretien avec sa femme et la journée de Blanchard peut commencer. Il est 9h, direction Île-de-France, Rosny-sous-Bois, ville située à l'est de Paris. Au 8e étage est installé Blanchard et son équipe. C'est en 2009 que notre chef d'entreprise monte sa société de sécurité avec 7 500 €, environ 3 millions de francs CFA. Ici, nous les immigrés, on intervient beaucoup dans 3 domaines, c'est-à-dire la sécurité, c'est-à-dire le gardiennage, on appelle ici la sécurité privée. Donc, il y a aussi le transport et le nettoyage. Donc moi j'ai d'abord essayé le transport parce que en Côte d'Ivoire mes parents c'est dans le transport. Après je suis revenu au gardiennage. Blanchard a rêvé cette société et l'a concrétisée avec Moussa, son ami d'enfance. Et puis même le pays, la Côte d'Ivoire, nous étions amis. Voilà, et puis j'ai vu que M. Diaby c'est quelqu'un qui voulait forcément travailler à son propre compte. Depuis le pays, il nourrissait cette ambition-là. Donc quand on s'est retrouvé ici, j'ai vu que c'est quelqu'un aussi, qui était toujours, il me parlait chaque fois de ça, il faut qu'on se mette à son propre compte, et tout. Il nourrissait cette ambition. Venir à l'aventure sans aucun projet d'avenir et parvenir à s'implanter dans un pays étranger, Blanchard nous explique les tractations qu'il a eu à effectuer pour y arriver. J'étais le seul salarié, je travaillais pendant 6 mois. L'argent que j'ai réussi à mettre de côté, j'ai demandé à mon ami de venir avec moi. Lui aussi il a commencé à travailler, donc ça faisait 2 postes. Lui a travaillé ici pendant 6 mois, moi ça faisait 1 an. On a mis encore cela de côté. On a pris une 3e personne maintenant. Et ça c'était pour ne pas avoir de dettes. Parce que ici, en tant que déjà immigré, c'est difficile. Et quand l'entreprise n'a pas de bilan, on ne peut pas aller vers la banque. Et quand on n'a pas une certaine ancienneté, on ne peut pas aller vers les banques. Donc, il faut s'autofinancer. Pour arriver à ce stade, le père de famille a dû essuyer plusieurs échecs.
Blanchard nous raconte son vécu. Est-ce que c'est facile d'entreprendre en France? Pour dire vrai, pour des Africains, c'est très difficile. C'est très difficile. C'est même un parcours de combattant. Parce qu'au départ, il n'y a pas d'aide. Il n'y a pas de cadeau. Il faut être patient, il faut être rigoureux. Et puis, surtout le plus important, il faut avoir la foi. L'entreprise emploie aujourd'hui plus de 200 salariés de façon directe et 100 de façon indirecte pour un chiffre d'affaires qui oscille autour de 4,5 millions d'euros du fait de la COVID-19. Ce chiffre est estimé à environ 3 milliards de francs CFA. Malgré cela, Blanchard ne baisse pas les bras. Le chiffre d'affaires annuel des 3 dernières années, on sait que en 2019, nous étions autour de 6 millions d'euros. Mais avec la Covid-19, 2020, ça a vraiment chuté, quoi. Donc nous sommes autour de 3 millions 5, 4 millions 5, parce que, comme je vous ai dit, on a eu une baisse d'activité autour de 25%. Investir dans la sécurité a permis à notre entrepreneur de se relancer dans le secteur des transports, sa passion première. En septembre 2021, Blanchard inaugure en Côte d'Ivoire sa seconde société de transport, et cela grâce au concours d'investisseurs chinois. L'histoire de Blanchard Diaby, de chauffeur de taxi à chef d'entreprise en France, donne de l'espoir à plus d'un. Et ici, en Côte d'Ivoire, ils se battent tous les jours pour écrire leur success story en laissant s'exprimer leur imagination. Ce sont les artistes humoristes de l'émission Bonjour de la RTI. Après la région du Sud Comoé, c'est celle des Grands Ponts qui a accueilli le dimanche dernier l'équipe de Bonjour, émission humoristique de la RTI. Et c'est l'Élysée-Plage, au quartier Mombé de Jacquesville, qui a accueilli cet événement. Le compte-rendu de notre reporter Pargas Reconnaît des Magongui. C'est ici, à l'Élysée-Plage de Jacquesville, situé au quartier Mombé, que les humoristes de Bonjour, émission humoristique de la RTI, ont tenu en haleine le public de cette localité. Comment on appelle le pangolais? Oroné. Comment on appelle le palmier? Oro. Comment on appelle la mort? Oro. Comme on dit en abé, le pangolais est mort à haut du palmier. Oroné, ororé, roro. Monsieur le maire, tu as vu abé comme abé est, non? Je voudrais donc, au nom du DG de la RTI, vous saluer et vous remercier pour votre présence. Cela montre l'attachement, l'amour que vous avez pour la RTI. Bonjour 2022 à Jacquesville, c'est extraordinaire. C'est un don du maire Begreux-Joachim à la population de sa commune. Il a fait fort. Que Dieu vous garde. Le parrain, le maire Begreux-Joachim, profitant de l'occasion, n'a pas manqué d'exprimer sa gratitude aux autorités administratives, à la chefferie, aux élus et cadres, mais aussi à la population de Jacquesville, avant de féliciter les humoristes pour la qualité de leurs prestations. Nous souhaitons qu'à travers Bonjour, Jacquesville vive dans la gaieté, dans la paix, et que le long de l'année 2022, Jacquesville soit en joie, pour que chacun puisse s'épanouir, pour donner le meilleur de lui-même. Heureux, le public a souhaité le retour de Bonjour à Jacquesville l'année prochaine. Nous venons de Dabou, sous invitation du maire de Jacquesville. Vraiment, la fête a été belle. Et nous souhaitons que l'année prochaine, nous soyons toujours en bonne santé pour revivre ces instants que nous avons passés à Jacquesville. Tous ces humoristes, on les voit à la télévision, on ne les a jamais vus de près. Et pour la première fois, le maire nous fait un grand cadeau. Donc nous sommes tellement contents. Et on souhaite que ça revienne une autre année. C'est la première fois que nous accueillons cette émission, Bonjour chez nous. Donc c'est une satisfaction pour tout le monde. Nous sommes vraiment heureux. Après les villes des régions du Sud Comoé et des Grands Ponts, Danané, situé dans la région du Tonkoui à l'ouest de la Côte d'Ivoire, va accueillir à son tour le samedi 30 janvier prochain équipe de production de Bonjour et humoristes. Jula, les a fait des fossiles. On est parti faire mariage. On est arrivé à Nado. À l'arrêt du bus, il n'y a même pas un gars. Il n'y a même pas de chaise. Un coup, je vois homme. Déjà, c'est fossile de Awala.
Et dans l'actualité internationale, intéressons-nous à présent à la crise ukrainienne. En pleine montée des tensions aux frontières de l'Ukraine, les présidents Emmanuel Macron de la France et Vladimir Poutine de la Russie se sont entretenus ce vendredi par téléphone. D'après le président russe, les troubles actuels observés à la frontière ukrainienne sont à imputer à l'OTAN qui s'est rapproché ces dernières années de cette frontière avec la Russie. Ce qu'il faut également noter, c'est qu'Emmanuel Macron et Vladimir Poutine ont acté leur proximité sur la renégociation de l'accord sur le nucléaire iranien. Les deux hommes auraient prévu de rester en contact étroit afin que le dialogue franco-russe se poursuive sur l'ensemble des questions de sécurité européenne. Et la Coupe d'Afrique des Nations, les quarts de finale de la Coupe d'Afrique des Nations reprennent leur droit de suivant ensemble les échos de cette Coupe d'Afrique des Nations. Demain samedi, donc, début des quarts de finale de la Coupe d'Afrique des Nations. Le Cameroun sera opposé à la Gambie sur le coup de 16h. La Tunisie au Burkina Faso sur le coup de 19h. Le choc des quarts de finale, donc, à suivre pour la journée de demain. C'est sur cette information que se referment donc les pages de cette édition. Merci de nous avoir suivis. Agréable fin de soirée. Dieu garde la Côte d'Ivoire.